Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Vous avez peut-être vu au mois de décembre dernier une vidéo sur la chaîne YouTube de RTI qui présentait une maison en bambou portée par les habitants à travers les rues de Sinanliao dans le sud de Taïwan. Aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi et comment cette maison a été construite. La semaine prochaine, je vous ferai vivre le déménagement de cette maison auquel j'ai participé. C'est un événement rare à Taïwan de nos jours. À l'automne dernier, je me suis donc rendue à Sinanliao, une petite localité campagnarde de Tainan, pour assister à la construction de cette maison. Je n'ai pas pu assister au processus en entier, mais certaines personnes, comme Iris et Ayao, ainsi que l'architecte Lin Yayin, que vous connaissez déjà, ont participé du début à la fin. Ils ont fait le déplacement tous les week-ends pendant environ 3 mois. D'abord, pourquoi ce projet ? Ce n'est pas du tout par hasard que cette maison a été construite à Sinanliao. Cette localité en bordure des méandres de la rivière Zhengwenxi a souvent été inondée par le passé. Il y a près d'un siècle, en 1928, il y a eu une inondation particulièrement importante restée dans les annales. Cette inondation a entraîné le déménagement du village environ 1,5 km plus loin. Et les villageois n'ont pas laissé leurs maisons derrière eux, ils les ont déplacées. En effet, ça n'a pas été facile, bien sûr, mais c'est l'un des avantages de ces maisons traditionnelles. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, les murs étaient en torchis, un mélange de terre argileuse et de paille sur des pans en bambou tressé. C'est ce que l'on appelle la technique Zhubianjianiqiang. On pouvait donc enlever les murs très facilement et ces matériaux pouvaient simplement revenir à la terre. Ensuite, une fois la maison déshabillée, entre guillemets, il ne restait plus que l'ossature en bambou. Cette ossature tient ensemble sans aucun clou, les bambous étant encastrés. C'est important pour déplacer les maisons. En effet, si l'ossature n'était pas faite de bambous encastrés qui se tiennent tous ensemble les uns les autres, elle pourrait facilement se déstructurer pendant le déménagement. Or là, quand on porte la structure, on sent qu'elle est à la fois solide et flexible. C'est l'une des propriétés du bambou et c'est aussi très important pour résister aux tremblements de terre. Bien sûr, à certains endroits, certains bambous sont aussi noués avec du rotin. L'ossature de ce type de maison traditionnelle est appelée zhulongci. Traduit littéralement, ça signifie cage en bambou au toit de chaume. En taïwanais, ça se dit dielongatsu. Désolé pour ma prononciation qui est peut-être pas très juste au niveau des tons. Autrefois, cette technique n'était pas utilisée uniquement à Sinanliao. Elle était utilisée dans tout Taïwan aux côtés d'autres techniques constructives, bien sûr, comme par exemple les tokatsu, maisons en adobe, c'est-à-dire en briques de terre crue. Toutefois, par la suite, les maisons traditionnelles en bambou zhulongci ont évolué. Certaines personnes ont ajouté des briques de terre cuite en soubassement, d'autres ont remplacé le toit en chaume par un toit en tuiles, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, peu de Taïwanais savent qu'à l'origine, ces maisons étaient très simples, avec uniquement une ossature en bambou, un toit en chaume et des murs en torchis. Mais à Sinanliao, on s'en souvient encore, parce que l'inondation de 1928 et le déménagement du village a marqué les esprits. C'est même devenu l'un des principaux marqueurs de l'identité locale, je dirais même l'une des fiertés des habitants, avec aussi leur équipe de danse du dragon acrobatique. De nos jours, il ne reste plus beaucoup de maisons construites selon cette technique ancienne à Taïwan et il est très difficile de trouver des maîtres artisans qui savent encore comment construire ainsi. Alors, comment ont-ils fait à Sinanliao ? Tout est parti d'une initiative du Musée national d'histoire de Taïwan qui se trouve à Tainan. En 2018, soit 90 ans après la grande inondation de 1928, le musée s'est penché sur l'histoire de Sinanliao et a souhaité reconstruire une maison traditionnelle pour faire revivre la mémoire du déménagement du village. Le musée a trouvé 2 partenaires motivés et indéfectibles, l'équipe du temple Xing An Gong et le directeur de l'école locale, M. Huang Baodong. M. Huang n'est pas de Sinanliao, il est originaire de Jiayi, ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser à la culture locale. Ils ont cherché un maître artisan qui habite dans la région et qui était capable de construire de telles maisons. Ils l'ont trouvé en la personne de Li Yang, aujourd'hui âgé de 79 ans.
Et il est encore en pleine forme. C'était vraiment impressionnant de le voir grimper sur le toit de la maison pendant la construction. Cela faisait environ 40 ans qu'il n'avait plus construit, faute de demande. Monsieur Li Yang a été formé par son père, qui avait notamment été chargé de construire dans sa jeunesse un énorme hangar en bambou pour les avions militaires. En 2018 et 2019, à la demande du musée, Monsieur Li Yang a construit 2 maisons avec l'aide notamment de Monsieur Huang, le directeur de l'école. Un premier déplacement de la maison sur les épaules des habitants a été organisé et cela a été relayé très largement dans la presse locale. À l'automne 2021, Monsieur Li Yang a construit une nouvelle maison, mais cette fois-ci, le chantier était ouvert au grand public, l'objectif étant de transmettre ses connaissances aux personnes potentiellement intéressées. Même si le fils de Li Yang s'y intéresse beaucoup et apprend ses techniques, la plupart des participants ne sont pas des gens du village, mais des passionnés d'éco-construction. Les villageois du 3e âge, qui ont vécu dans ces maisons quand ils étaient jeunes, étaient toutefois bien au rendez-vous, mais en tant que spectateurs. Assis sous un arbre près du temple, ils étaient présents tous les week-ends pour suivre l'avancement du chantier. Je leur ai demandé s'ils préféraient habiter dans les maisons actuelles en béton et en tôle ou dans les anciennes maisons. Beaucoup ont dit préférer les anciennes maisons Zhulongzi parce qu'il faisait frais à l'intérieur, on n'avait pas besoin d'air conditionné. Monsieur Li Yang est aussi un fan inconditionnel des Zhulongzi. Les Zhulongzi sont des maisons très respectueuses de l'environnement. Elles n'ont pas de défauts. En hiver, il fait bon à l'intérieur et en été, il y fait frais. Elles peuvent être construites à même le sol ou bien un peu surélevées, sur pilotis. En cas d'inondation, on peut déplacer la structure de la maison sur les épaules. Par exemple, dans ce village, il y a une maison construite il y a près de 75 ans et qui a été déplacée 4 fois. Les propriétaires ont par la suite ajouté un soubassement en briques de terre cuite, mais au départ, c'était une Zhulongzi. Avant, les murs étaient simplement en terre, mélangés à de la paille et de la bouse de vache. Ce torchis était appliqué sur des grilles tressées en bambou. Les murs étaient recouverts de chaux pour les imperméabiliser. À l'époque, ces maisons n'avaient pas de fondation. Chaque pilier de la structure était posé sur une brique. Avant les typhons, on attachait les 4 côtés du toit à des arbres qui se trouvaient à proximité. Quelles sont les principales étapes de la construction ? Déjà, pour commencer, il faut sélectionner le bambou, et ce n'est pas une mince affaire. Idéalement, 4 espèces différentes de bambous sont utilisées. Les bambous placés verticalement et qui sont parfois un peu courbés, c'est du bambou épineux, Cizhu. Les bambous placés horizontalement, c'est du bambou mosso qui peut être très long. En chinois, on l'appelle Mengzongzhu. Les principaux piliers sont côté nord en bambou makinoi, Guizhu, et côté sud en bambou à longue branche, Changzhizhu. Monsieur Li Yang sélectionne les bambous selon leur longueur, mais aussi leur forme et l'emplacement de leurs nœuds qui sont la partie la plus solide du bambou. Avant de construire, il faut traiter le bambou, sinon il peut être abîmé par les termites. Traditionnellement, à Sinanliao, on faisait tremper le bambou pendant 6 mois dans l'eau salée de l'estuaire de la rivière Zhangwenxi. Lorsqu'il fait la sélection, Monsieur Li Yang sait déjà à quel endroit de la maison il va placer tel ou tel bambou. Le but n'est pas de sélectionner les bambous les plus droits. Pour les parties verticales, des bambous courbés peuvent être utilisés. Il suffit d'équilibrer en plaçant de manière symétrique un bambou courbé dans l'autre sens. En revanche, quand on regarde les murs de manière latérale, aucun bambou ne doit dépasser. Ce qui est logique, bien sûr, les murs doivent être plats. Pour les bambous placés horizontalement, si l'on place la partie la plus fine d'un bambou à droite, et bien de l'autre côté de la maison, il faut la placer à gauche pour équilibrer et éviter les problèmes en cas de tremblement de terre. Le secret de la solidité de cette maison, c'est donc notamment la symétrie. Pour encastrer les bambous les uns dans les autres, Monsieur Li Yang attache une grande importance à la taille des trous qu'il mesure avec une grande précision en utilisant des outils traditionnels en bois notamment. D'ailleurs, il a 2 règles en bambou qu'il a annotées lui-même et qui sont très précieuses. Ensuite vient le moment de l'assemblage. N'hésitez pas à regarder la vidéo dont j'ai mis le lien sur le site de RTI pour voir comment ça se passe. Même si elle est en taïwanais, on comprend avec les images. À certains endroits, il faut nouer le bambou avec du rotin.
notamment pour relier les piliers des murs aux poutres sur lesquelles seront posés le toit. Les pans de la toiture reposent sur du bambou, de longs bambous pliés en deux au niveau de l'arête supérieure du toit. Traditionnellement, on posait ensuite des tuiles de bambou recouvertes de chaume. Cette fois-ci, pour simplifier la construction, il a été décidé de clouer des pans de bois, de les recouvrir d'un imperméabilisant, puis de chaume. Le chaume, récolté à proximité, doit au préalable sécher au soleil pendant 3 jours. Voilà, notre maison est prête à être transportée. Ensuite, il ne restera plus qu'à remplir les murs avec du bambou et du torchis. D'après les participants, le plus difficile, c'est de bien mesurer. Il faut être très précis. Si l'on se trompe, il faut recommencer. Une autre difficulté pour certains, c'est que M. Li Yang s'exprime en taïwanais et il utilise parfois un vocabulaire technique que même les gens qui parlent taïwanais ont un peu de mal à comprendre. Mais l'ambiance est très bonne et expliquer en faisant permet de comprendre. Monsieur Huang, le directeur de l'école, nous a expliqué que les mesures de ces anciennes maisons étaient déterminées selon les règles du feng shui, la géomancie. Par exemple, l'emplacement et la largeur de la porte et des fenêtres n'étaient pas laissés au hasard. Il existe une règle qui ne mesure pas en centimètres, mais en mesures propices ou de mauvais augure. Bien sûr, tout doit tomber sur des mesures propices, par exemple sur la mention « faire fortune » ou « avoir un fils » qui sont mentionnées sur cette règle. Dans les maisons traditionnelles, l'autel aux ancêtres était placé au centre. Les anciens vivaient dans la partie est ou à gauche du bâtiment et les plus jeunes dans la partie ouest ou à droite, selon l'adage « Zuo Qing Long, You Bai Hu ». On peut se demander pourquoi les habitants sont restés dans cette région alors qu'il y avait souvent des inondations. La réponse est très simple, c'est que les inondations, en apportant du limon, rendaient la terre particulièrement fertile. Et puis, comme vous le savez maintenant, déménager un peu plus loin en cas d'inondation, c'était possible. Pour M. Huang Dengwei, l'ancien représentant de l'administration du temple Xing Angong, très impliqué dans ce projet, la construction de ces maisons traditionnelles permet aux jeunes de s'intéresser à l'histoire locale. Mais la portée de cette initiative dépasse le cadre du village. Je suis ému de voir que tous ces gens s'intéressent à notre culture locale. On a l'impression que même si le chemin n'est pas facile, on a choisi le bon en faisant le choix de préserver notre culture. Sinon, on n'aurait jamais su que cela pouvait intéresser tous ces gens qui ont fait le déplacement. Ça fait plaisir de voir que nos efforts portent leurs fruits, c'est une forme de reconnaissance pour notre culture locale. Le directeur de l'école, M. Huang Baodong, se réjouit également que des personnes qui s'intéressent à la construction en matériaux naturels aient participé au chantier. Pour lui, la culture, ce n'est pas préserver des traditions figées, c'est les faire vivre et les utiliser comme base pour créer de nouvelles choses. Actuellement, personne ne veut plus habiter dans ces maisons, mais ça ne veut pas dire que les techniques de construction n'ont pas de valeur. Elles pourront servir à autre chose un jour. Et les zhulongzi pourraient peut-être servir comme pavillon pour prendre le thé par exemple. La mission de M. Huang, c'est de planter des graines pour que les jeunes se rendent compte de la richesse de leur patrimoine et qu'ils développent ensuite son potentiel. Voilà, c'est sur ce témoignage que nous terminons cette émission. Ne ratez pas la suite la semaine prochaine. Je vous raconterai comment s'est passé le déménagement organisé en décembre dernier pour commémorer l'inondation de 1928. Un événement insolite. En attendant, bonne continuation sur les ondes de RTI. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.